Salut tout le monde, c'est Nikwal et on se retrouve pour cette quatrième partie du tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer un blog. Alors, dans la partie précédente, nous avions créé la page blog et nous avions donc affiché à l'utilisateur tous les articles qui sont en ligne. Ici, on a l'image qu'on peut agrandir et rétrécir et je vous avais dit qu'on avait un bouton qui ici pour le moment ne fonctionnait pas car il renvoyait vers une page qui n'existe pas. Mais dans cette partie, nous allons justement créer cette page afin d'avoir donc une correspondance. Donc je vous remontre rapidement ce à quoi ça doit ressembler au final. Donc si ce n'est que la top bar est d'une couleur différente, on doit avoir l'image de l'article, le titre, le rédacteur, la date, le contenu de l'article, et puis après nous aurons une page de enfin une partie commentaire. Je ne sais pas si cette partie commentaire, j'aurai le temps de la faire dans cette partie, mais sinon ce sera dans le tutoriel suivant. Donc, je remets ça sur le côté et on va directement sur PHP Storm. Alors, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler post.php. Donc, nouveau fichier post.php. Vous vous en doutez, ici dans Functions, on va créer la page post.func.php. Voilà. Et ici, je vais rapidement mettre un petit h2 avec tout simplement page des posts. Hop, et si j'actualise, cette page existe bien, donc on n'a plus d'erreur. Alors, la partie qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est la page post.func.php. Donc, de nouveau, on remet toutes les fonctions. Il y en aura plusieurs cette fois-ci, et la première, ce sera encore une fois getPost. La seule différence, c'est qu'ici, on ne veut récupérer qu'un seul post, uniquement le post qui a l'id par exemple 2, ou bien alors, si jamais je vais sur la page blog, je ne sais pas pourquoi je vais sur, via l'URL d'ailleurs, donc si je sélectionne celui-ci, il a l'id 1. Donc là, on a un problème parce que je n'ai pas respecté la bonne syntaxe. Donc voilà, hop, si j'actualise, on n'a plus d'erreur. Mais donc, il faut récupérer un seul poste, celui qui porte l'id qu'on a saisi dans l'URL. Alors, donc, je vais de nouveau mettre ma variable db en global, db, voilà. Et ensuite, je fais encore une requête. Donc, $rec est égal à $dbQuery, comme d'habitude. Et ici, vu que je vais sélectionner un peu dans toutes les bases dans toutes les tables, eh bien, je vais mettre ça en multiligne. Donc, premièrement, j'ai oublié les guillemets. Voilà. Et maintenant, je peux commencer. Donc, j'aimerais tout sélectionner. Enfin, j'aimerais sélectionner surtout, non pas tout, mais les champs spécifiques que sont post.id, le titre, l'image, la date, le contenu, donc oui, le contenu de l'article, ainsi que de nouveau, comme pour la page accueil, le nom de l'administrateur qui a écrit le post. Donc, je vais tout spécifier et je ne vais pas tout simplement mettre étoile vu que je devrais par la suite faire des jointures. Donc, select post.id, virgule, à la ligne. D'ailleurs, il a l'air de râler, je ne sais pas pourquoi. Donc, post.id, post.title, le suivant, ah bah oui, c'est tout simplement pour ça en fait. Hop, et hop, voilà. Donc, post.image, on a besoin de quoi d'autre? Le post.content, la date aussi, donc post.date. Et pour ce qui est de post, je pense que c'est bon. Et maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, on va récupérer l'administrateur. Donc, admin.name. Et voilà. Donc, je sélectionne tout ça. Depuis où? Eh bien, depuis la table post. Mais je dois joindre la table admin. Du coup, je mets tout simplement un join admins on. Donc ça, c'est la condition de jointure. Donc on post.writer, donc le rédacteur du post, doit être égal à l'adresse email de l'administrateur. Donc admin.email. Voilà. Et finalement, je sélectionne tout ça là où le post.id est égal à l'id qui a été mis dans l'URL. Donc ici, je mets, attention, entre apostrophes, et puis entre accolades,
$_get, et ici la variable s'appelle ID. Donc pour rappel, c'est celle juste ici. Si j'avais décidé de mettre article, comme ceci, ça aurait été article, pardon. Donc ici, je ne dois pas faire de CTRL S. Tout ça, c'est bon. Donc je peux un peu réduire ça. Voilà. Et donc ma variable rec contient toute la requête. Ensuite, vu qu'on n'aura qu'un seul résultat, vu qu'il n'y a qu'un seul post qui porte cette idée-là, eh bien la variable result ne sera pas un tableau, mais sera tout simplement $rec fetchObject. Du coup, on va uniquement mettre le résultat qu'on a récupéré, vu qu'il n'y en a qu'un seul. Attention, s'il peut y en avoir plusieurs comme précédemment, ça ne fonctionnera pas. Donc result, j'ai bien mis au singulier, histoire de rester cohérent. Et finalement, je retourne cette variable result. Voilà. Alors, maintenant, je vais aller sur ma page post.php et je vais, juste en dessous du H2, que je peux d'ailleurs enlever, maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, démarrer mes balises PHP. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme d'habitude, $post au singulier est égal à la fonction, donc la fonction c'est getPost. Voilà. Et maintenant, j'aimerais d'abord être sûr qu'il y a bien quelque chose dans cette variable post. Alors, vous me direz pourquoi pourrait-il ne rien y avoir? Eh bien, tout simplement si l'utilisateur ici met l'id 3. Alors, on a un problème. L'id ici, ah oui. Et c'est moi quand j'avais changé l'URL. Donc, et id est égal à 3. Et là, on a un problème. Et même juste avant, donc quand on n'avait rien, l'utilisateur voyait une erreur. Ok? Donc ici, bon, je vais aller sur blog, je clique dessus, l'article existe bien, par contre, donc si je mets 4, là, il n'y a aucun article qui porte l'id 4. Juste ici, on n'a que 1 et 2. Donc, on a un problème. Pour remédier à ce problème, je mets donc une condition, if $post est égal à false. Donc si jamais la variable post retourne false, donc qu'il y a une erreur, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas trouvé de correspondance. Alors dans ce cas-là, on redirige l'utilisateur vers la page d'erreur. Donc header location, c'est même header, donc location index.php page égale error. Tout simplement. Et maintenant, si j'actualise, on est redirigé vers la page d'erreur. Donc on va vérifier que ça fonctionne bien, ça c'est bon. Si je mets l'id 1 aussi, et de nouveau donc l'id 3, ça ne fonctionne pas. Maintenant j'aimerais juste m'assurer que si on met par exemple d est égal à 1, donc ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il ne trouve pas de résultat étant donné que nous allions chercher, je vous le rappelle ici dans la requête, la variable d'URL id. Et cette variable d'URL n'existe donc pas et du coup il ne sait pas aller rechercher. Alors, maintenant, on peut continuer, ça c'est fait. Donc si ça existe bien, alors on peut commencer à travailler. Dans un premier temps, j'aimerais afficher l'image. Donc l'image de l'article, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici je vais la retrouver, voilà. Donc on a un effet de parallaxe. Quand je descends, ça ne descend pas dans le même sens. Donc on peut voir que le stick de hockey, dans ce cas-là, défile dans le sens inverse. Eh bien, pour ça, je dois tout simplement, donc c'est de nouveau une histoire de style avec Materialize. Et donc, de nouveau, ici, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir sur materializecss.com. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, je retourne sur PHP Storm. Et ici, je ferme mes balises PHP pour commencer à coder en HTML. Hop, voilà. Et ici, je vais commencer par faire un /div. Alors, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, c'est tout simplement parce que sur la page index.php, si je retourne dessus, on a une div qui porte la classe container. Et cette div qui porte la classe container, en fait, son rôle, c'est tout simplement de tout ramener à l'intérieur de ce bloc-ci, donc on peut voir que le texte ne va pas plus loin. Et ce, même si j'agrandis au maximum ma page. Hop, voilà. Ici, ça ne va pas plus loin. Et donc, cette div container empêcherait l'image de dépasser cette ligne-ci et du coup de continuer jusqu'ici.
J'espère que vous avez compris. Et donc, je dois fermer cette div-là afin de pouvoir afficher mon image. Donc, ici, je ferme cette div, je vais la réouvrir juste en dessous. Du coup, div classe container. Voilà, ici, il la ferme automatiquement, mais je n'en ai pas besoin. Donc voilà, et maintenant tout ce que je vais mettre ne sera pas soumis à cette limite qui est, je pense, de 960 ou quelque chose comme ça en pixels. Donc je crée une nouvelle div, une div qui porte la classe parallax-container. Ensuite, à l'intérieur de cette div, j'ai une autre div qui porte la classe parallax. Et finalement, j'ai ma balise image. Cette balise image, je vais un tout petit peu la descendre. Voilà, et voilà. Donc, je dois insérer quelle image? Et bien de nouveau, img slash post slash, et puis j'affiche le nom de l'image. C'est donc $post, ça n'a pas changé, image. Et comme texte alternatif, eh bien je vais comme d'habitude mettre le titre de l'article. Donc $post title. Et voilà. Donc maintenant, si j'actualise, je vais sur cette page-là, nous n'avons rien qui apparaît. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien qui apparaît? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on doit rajouter un tout petit peu de JavaScript. Et ici, ce JavaScript sera spécifique à la page post.php. Donc, je vais, comme je vous l'avais dit précédemment, devoir rajouter la même condition pour, pour le dossier JS que celle pour le dossier Functions. Donc, je peux copier tout ceci. Juste après le script, là, je vais le rajouter, en rajoutant bien évidemment des balises PHP. Hop. Et maintenant, je vais faire les quelques modifications. Donc, pages functions, ce n'est pas ça, c'est pages JS, car c'est le dossier JS. Scandir, c'est le dossier JS de nouveau. Et si jamais, dans le tableau qui s'appelle pages JS et non functions, je trouve la page .func.php, ce n'est pas .func.php mais .func.js. Donc si jamais je trouve ça, alors j'inclus dans le dossier JS de l'arpage.func.js. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir créer une page JS que je vais appeler post.func.js. Voilà. Et si je mets un alerte salut, si j'actualise, normalement, j'ai alerte salut qui apparaît. Pourquoi ne l'a-t-il pas interprété correctement? Ah mais oui, attendez, j'y pense. Ce n'est pas include qu'il faut faire, c'est un script src, donc comme ici, vu que c'est du JavaScript. Donc en fait, je faisais fausse route, ça fonctionnait très bien. Hop, je colle, et ici, je n'oublie pas de fermer mes balises PHP. Je réouvre, je mets un peu d'indentation, js slash, et ici c'est donc $page.func.js. Voilà. Excusez-moi pour ce petit cafouillage. Et donc ici dans post.func.js, j'y arrive. Donc tout ça, c'est bien de l'avoir mis, mais c'était inutile. Alerte. Et si j'alerte, mettons OK. OK. Voilà. Si j'actualise, j'ai une alerte qui apparaît ici avec OK. Ma page est donc très bien incluse. Alors, j'ai donc ce JavaScript à disposition, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter le peu de code qui me permet d'interpréter, donc de mettre ce parallaxe. Alors, $document.ready, function, et ici, c'est $, et puis la div qui porte la classe parallaxe, je vous rappelle, c'est celle-ci. Donc, $.parallaxe avec un seul R, .parallaxe, et c'est très simple, c'est .parallaxe. Voilà. Et si maintenant j'actualise, je ne pense pas avoir fait d'erreur, j'ai bien mon image qui apparaît. Alors,
elle peut vous paraître très haute, c'est tout simplement parce que ça, il faut aller le modifier dans le CSS. Donc ça c'est vraiment au choix, donc j'ai choisi moi de le modifier. Donc pour ça, je dois aller dans le dossier CSS, materialize.css, il est très lourd, et je vais aller tout en bas, et après le média qui est ici, je rajoute tout simplement la classe .parallax-container, et je lui rajoute une hauteur de, mettons, 340 pixels. C'est un peu plus haut que celui de l'exemple. Hop, et si j'actualise, c'est réduit. Alors, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir afficher le titre et tout ça. Donc, on retourne sur notre page post.php. Le parallaxe, c'est fait. Et donc, juste en dessous du container, on va pouvoir rajouter un h2 qui contiendra juste le titre. Donc, $post title. Ensuite, bon, je vais quand même enlever ça. L'indentation ne me convient pas, mais à chaque fois il va râler, donc je préfère laisser comme ça. Donc h2 $post title, ici je peux rapidement vous montrer. On a juste le titre qui apparaît, et ça change en fonction de l'article. Ensuite je vais afficher la personne qui a écrit et quand elle a écrit. Donc pour ça je crée un h6. Dans ce h6 j'aurai par ensuite le nom. Donc le nom est compris dans la variable post toujours, mais c'est, je vais rapidement vous montrer. Ici, donc dans la base de données, on n'a pas le nom de l'utilisateur, mais uniquement son email, et du coup c'est ça la jointure, si ça veut bien arriver. Dans la table admin, on a le name ici, et c'est ça que nous allons alors inclure. Donc je retourne sur mon PHP. Donc par et puis le nom, donc $post name, sans indentation, voilà. Et puis après, et nous en revenons à notre fonction date que nous avions déjà rencontrée au début du tutoriel. Et je dois la mettre entre des balises PHP. Donc, date, et puis je choisis le format, day/month/year en format 4 chiffres. A, et puis l'heure, je vais mettre en heure minute. Donc HI. Je vous rappelle encore une fois, I correspond bien à minute, ce n'est pas un M car le M est pour month. Et puis ensuite, string to time. Et string to time de quoi? Eh bien de ma date. Du coup, de post flèche date. Voilà. Alors, je n'ai pas fait d'erreur, du moins je ne pense pas. Ah si, ici il y a un point virgule entre. Et ici, si j'actualise, je vais réagrandir ça. On a par Nickwell le 14 du 10 2015 à 19h45. Donc c'était bien ça. Vous pouvez d'ailleurs constater que j'ai commencé à tourner longtemps avant la publication. Ensuite, je vais rajouter le contenu. Donc pour ça, c'est très simple. Une balise P. Et ici, c'est point d'interrogation PHP. Hop, voilà. NL2BR, comme d'habitude. Sauf qu'ici, on ne va pas restreindre. Donc on ne met pas de substring. Et on met $post content. Content. Voilà. Et si j'actualise, j'ai mon article qui apparaît en entier. Vous pouvez d'ailleurs constater qu'il est très long. Et ici, si je descends tout doucement, on voit l'effet de parallaxe. Donc, par exemple, prenons ici, ça ne monte pas aussi vite que la partie blanche. Voilà. Donc ça, c'est un effet de parallaxe. Alors, maintenant, on a affiché ça, c'est tout bon. On va pouvoir passer à la partie commentaire. Donc ici, je ferme ma balise PHP. Je vais mettre une simple ligne, donc HR. Et ensuite, je vais mettre un H4. Je suis désolé pour l'indentation, mais ça c'est PHP Storm qui râle parce que je ferme une div qui n'est pas sur cette même page et puis je la réouvre dans une, enfin, alors qu'elle se termine sur une autre page.
Donc il va falloir s'y faire. Donc H4, dedans je mets commentaire. Et ici, nous arrivons à un point dont on n'a pas encore parlé. Donc les commentaires. Hop, j'actualise, j'ai commentaire qui apparaît, je peux rajouter 2 points d'ailleurs, et ce sera encore mieux. Alors, les commentaires, comment est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, nous allons créer une nouvelle table. Cette nouvelle table contiendra tous les commentaires. Ensuite, on va référencer chaque commentaire à un article. Du coup, dans la table, on aura un champ qui dit que le commentaire correspond à tel article. Et puis après, on n'aura qu'à les afficher en sélectionnant tous ceux qui ont pour idée d'article l'idée de l'article concerné. Donc maintenant, on va aller créer la table. Ici, je vais juste, pour avoir mon exemple, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et ici, donc, je crée une nouvelle table. Cette table, je vais l'appeler Comments pour commentaires. Et elle contiendra 4 champs. Non, pas 4 champs, 7 champs. Donc, dans un premier temps, on a l'ID, c'est un entier. On va mettre 11 caractères en auto-increment et en clé primaire. Donc, clé primaire et auto-increment. Ensuite, nous avons le nom, name. Name, c'est un varchar de 255 caractères et ce sera le nom de la personne qui écrit le commentaire. On aimerait également avoir son email. Donc email, c'est un varchar également de 255 caractères. Ensuite, on a le commentaire en lui-même. Donc comment, c'est un texte, vu qu'il peut être très long. Et on ne doit pas donc lui mettre de limite. Ensuite, je rajoute 3 colonnes. On a le post underscore ID, ça c'est l'idée du post, donc celui dont je parlais juste avant, le 1 ou bien le 2 si on est sur l'autre article. Donc post ID c'est un entier, et on va aussi le limiter à 11. Ensuite on a la date du commentaire pour pouvoir ordonner tout ça. C'est un des times, si je le retrouve, voilà. Et finalement, on aura le seen. Donc, seen, cela veut dire vu en anglais, et c'est justement pour savoir si pour la partie administration, si l'administrateur a vu. Donc, par exemple, ici, quand je clique sur vu, eh bien, ça passe à 1. Par contre, si je le mets à la poubelle, ça le supprime, mais par défaut, c'est à 0. Donc, seen, ce sera un booléen, juste là. Taille valeur, par défaut, c'est un booléen, donc 0 ou 1, donc c'est toujours 1. Et ici, la valeur par défaut, ce sera 0. Comme ça, automatiquement, ils seront tous à 0. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vérifie juste, pardon. Et sauvegarder, donc c'est bon. Alors, ma table comments, pour le moment, elle est vide. Donc, dans un premier temps, on ne va pas la remplir ici manuellement grâce à la partie insérée, mais on va créer le formulaire qui permettra d'insérer des commentaires dans la base de données. Donc, je retourne sur PHP Storm, voilà, et je commence par créer un formulaire. Donc, c'est un form classique, form qui aura pour méthode post, et action c'est la même page, donc je ne dois pas le spécifier. Form méthode post, et ce form, il contiendra 4 champs, suivi bien évidemment du bouton pour envoyer le formulaire. Le premier, ce sera, donc c'est toujours la même structure, div.input-field, donc pour un champ d'input. On spécifie sa taille, donc col.s12, et j'aimerais que ce soit à partir d'un écran médium, donc de la taille d'une tablette, que ce soit M6. Je peux aussi rajouter L6 pour les écrans larges, mais ce n'est pas obligatoire par défaut. Vu que c'est du mobile first, sur grand écran, on aura aussi une taille de 6. Donc, je ne vais pas le mettre. Et tout ça, j'aimerais le créer x3, étant donné que j'aurai 3 champs. Donc, x3. Voilà. Et juste pour le dernier, ce sera en M12 aussi. Donc, je peux ne rien mettre. Alors, à l'intérieur de ceci, j'aimerais avoir un input
qui sera de type texte, donc ça c'est juste. Son nom, ce sera name, vu que ce sera le nom de l'utilisateur. Ensuite, comme ID, je vais mettre name. Sa valeur par défaut, je n'en mets pas dans un premier temps, mais par la suite nous devrons en rajouter une. Et je ne mets pas la de placeholder, étant donné que tout ça, ce sera stylisé par Materialize. Mais du coup, je dois rajouter un label, et ce label, ce sera pour name. Pour rappel, le for name ici se rapporte bien à l'ID qui est ici, et non au nom du champ. D'accord? Donc si par exemple j'ai un input que j'appelle password, ici, eh bien ce sera quand même relié. Par contre, si ici je mets password et que là je mets name, alors ils ne seront pas reliés l'un à l'autre. Donc je remets name et tout est bon. Maintenant, si j'actualise, si je descends tout en bas, j'ai un champ. Alors, ici j'ai donc mon champ, je vais le copier-coller pour en avoir un deuxième, mais j'ai aussi remarqué, et vous avez certainement pu le constater, que mon champ prenait toute la largeur de la page. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas limité à 6 alors que je suis sur un grand écran? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai oublié de mettre la div qui porte la classe row. Du coup, je rajoute une div, .row autour de tout ça, et je la ferme juste en dessous. Voilà. J'indente un peu tout ça. Et ici, comme label d'ailleurs, j'ai oublié de mettre nom. Et si j'actualise, quand je clique sur nom, on a le nom qui monte. On a surtout l'input qui se limite ici, donc à la moitié de l'écran. Vous vous en doutez, l'email prendra l'autre moitié. Du coup, je peux copier-coller tout ça. Je change juste type en email, name email, ID email et label for email et finalement adresse email. Si j'actualise, on a adresse email qui apparaît là juste à côté. Ensuite, nous allons rajouter un text area. Ce text area sera dans le S12 et donc je peux tout simplement le créer. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis text area texte. Donc, je recommence. Text area. Name, ce sera comment. ID, de la même façon, comment. Nombre de colonnes, ça, je ne suis pas obligé de le spécifier. Donc, je ne vais pas le faire. Et le nombre de rows, donc de lignes, je ne vais pas le mettre non plus. Et comme classe, il faut impérativement le rajouter, c'est un Materialize Text Area. Voilà. Je rajoute un peu d'espace pour plus de visibilité. Et juste en dessous du Text Area, je rajoute un label. Label de nouveau for comment. Et je vais mettre commentaire. Si j'actualise, j'ai mon text area qui apparaît ici en dessous. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit effet ici. Alors, ensuite, en dessous du text area, je vais rajouter le bouton. Le bouton sera tout simplement dans une div qui porte la classe call et la classe S12. Donc, div.call.s12. Je vais à la ligne, je rajoute un bouton, donc button. Il sera de type submit pour qu'il puisse soumettre le formulaire. Je vais lui mettre le nom très original submit, ainsi que la classe button pour qu'il soit stylisé correctement, et je vais lui rajouter un effet de vague, waves effect. Voilà. Et dans le bouton, il sera marqué commenter ce post. Si j'actualise, j'ai le bouton commenter ce post qui apparaît. Quand je clique dessus, voilà, la page est actualisée car le formulaire est soumis. Du coup, si j'écris quelque chose, ce quelque chose disparaît. Alors, maintenant, je vais devoir gérer l'envoi du formulaire. Donc pour ça, on repart sur du PHP. On va d'ailleurs rajouter un
h4, où je vais plutôt modifier le h4 ici, et plutôt que de mettre commentaire, je vais mettre commenter. Voilà. Et du coup, juste en dessous de ce commenter, je rajoute des balises PHP. Alors, dans un premier temps, je vais voir si l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton Submit. Donc, if isset $_post submit. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir commencer à travailler. On va définir quelques variables. La variable name, qui est égale à html special chars de $_post name. C'est donc le champ name. Et je vais aussi rajouter un trim pour enlever les espaces de début et de fin. Voilà. N'oubliez pas le point virgule, c'est important. Ensuite, j'ai besoin de faire pareil pour la variable email. Et pour la variable comment. Voilà. Je vais ensuite vérifier qu'ils ne sont pas vides. Donc, de nouveau une condition. If empty, quelle variable? Eh bien, dans un premier temps, la variable name. Ou bien alors, donc le ou c'est 2 barres. Sur un clavier belge, c'est algr1. Et sur un clavier français, je ne m'en souviens plus, je regarde très vite. Il me semble que c'est algr6. Donc voilà. If empty $name ou alors empty $email ou alors oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince. Donc ou alors empty $comment. Voilà, si jamais un de ces trois champs est vide, alors nous devrons renvoyer une erreur. Cette erreur, je vais devoir la stocker dans une variable pour par la suite toutes les afficher. Cette variable sera donc un tableau et je vais créer ce tableau ici avec toutes les autres variables name, email et comment. $errors est égal à un tableau vide. Ensuite, je vais incrémenter ce tableau. Donc, $errors. Quel est le problème? Eh bien, c'est tout simplement que c'est empty, donc vide. Ça, c'est moi qui choisis. Vous pouvez très bien mettre vide si vous voulez, ou bien n'importe quoi d'autre. Est égal à tous les champs n'ont pas été remplis. Voilà. Donc, si jamais il y a un des champs qui est vide, alors ce n'est pas bon. Et puis, si jamais ils ont tous bien été remplis, on va regarder si l'email est valide. Donc pour ça, je rajoute une condition if et puis différent de filter var, donc c'est pour filtrer une variable, donc filter underscore var, et là ça prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la variable qu'on veut filtrer, c'est donc l'adresse email. Et ensuite, on aimerait voir si c'est bien l'adresse email. Du coup, pour ça, on saisit tout simplement filter validate email. Et ça, c'est du natif de PHP, donc c'est inclus dans PHP, et ça va nous permettre de valider l'adresse email. Et si jamais l'adresse email n'est pas valide, donc c'est pour ça qu'on a mis un point d'exclamation, si jamais c'est différent de valide, alors $errors de email est égal à l'adresse email n'est pas valide. L'adresse email. Voilà. Je n'oublie pas le point virgule bien évidemment. Et si jamais ici j'actualise, je ne saisis rien, je n'ai pas les erreurs qui s'affichent. Alors, c'est normal étant donné qu'on n'en est pas encore là. Donc, maintenant, je vais justement essayer d'afficher ces erreurs si jamais elles sont existantes. Par contre, si elles ne le sont pas, je vais pouvoir continuer à traiter le contenu du commentaire et pouvoir le poster. Alors, si jamais je n'ai rien dans ma variable error, si jamais justement j'ai quelque chose, donc ce n'est pas empty ma variable errors, dans ce cas-là,
eh bien je vais devoir les afficher. Par contre, si c'est bon, s'il n'y a aucune erreur, je vais pouvoir continuer. Du coup, je vais mettre un petit die OK. Voilà. Mais nous, la partie qui nous intéresse pour le moment, c'est justement si jamais on a une erreur. Alors, ces erreurs, on va les afficher. Donc, ça va être du HTML. Et du coup, comme à mon habitude, je ferme les balises PHP et je les réouvre en fin de condition. Alors, je crée une div qui porte la classe card et qui est de couleur rouge, du coup red. À l'intérieur, je vais avoir une autre div qui elle portera la classe card content et white text pour avoir du texte en blanc. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir afficher toutes les erreurs. Donc pour ça, j'utilise une boucle for each et je vais afficher toutes les erreurs, donc errors as error. Et puis tout simplement echo $error et puis un petit br pour aller à l'erreur suivante. Ici, le for each n'est pas impératif étant donné qu'on ne pourra pas avoir deux erreurs, vu que si tous les champs ne sont pas remplis, on ne fait pas attention à l'adresse email. Donc, maintenant, si je retourne sur ma page, que j'actualise, je peux faire continuer, et là alors, vu qu'avant, quand j'avais soumis le formulaire, il n'y avait aucun champ de rempli, tous les champs n'ont pas été remplis. Si j'en saisis un et le deuxième, commenter. Bon, ici j'ai déjà le HTML qui râle parce que je n'ai pas d'arrobase, et du coup ce n'est pas une adresse email. Et là, j'ai de nouveau tous les champs n'ont pas été remplis. Si maintenant je mets ça, et puis n'importe quoi à n'importe quoi, et un commentaire, mon erreur est que j'ai vraiment une erreur PHP. Du coup ici, je vais voir un tout petit peu plus haut, et c'est bien évidemment filtervar et non fliltervar. Si j'actualise, je resoumets mon formulaire et l'adresse email n'est pas valide parce que elle n'a pas le bon format. Si maintenant je mets niqual.tuto@gmail.com comme nom n'importe quoi, il devrait faire un die de OK. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Alors, à la place de mon OK, bien évidemment, je vais insérer le commentaire dans la base de données. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction. Cette fonction, je vais de nouveau la créer dans post.func.php et elle va s'appeler comment. Ce sera donc une fonction pour commenter. Donc function comment et elle prendra des paramètres. Elle en prendra trois pour être exact. Le premier, c'est le nom. Le deuxième, c'est email. Et finalement, le commentaire. Alors, comme d'habitude, global $db. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le tout, enfin toutes mes informations dans un tableau. Donc ce tableau, je vais l'appeler $C, comme comment par exemple, est égal à array. Et dans ce tableau, donc comme je viens de le dire, on met toutes les données qu'on a reçues. Donc name, ça va être égal à name, donc la variable name. Ensuite, vous en doutez, email sera égal à email. Et puis comment sera égal à comment. Alors, pour que ce soit plus joli, non, c'est plutôt ça que je vais avancer en fait. Hop, ça c'est juste pour avoir un code qui est plus présentable. Et voilà. J'ai donc mes trois variables qui sont enregistrées dans un tableau. Je vais également mettre l'id du poste, donc celui qu'on peut retrouver ici dans l'URL. Je vais également le remplir et le mettre dans ce tableau, vu que j'en aurai besoin pour la requête par la suite. Donc, post underscore id, et ça va être égal à $_get id. Voilà, je ne mets pas de virgule étant donné que c'est le dernier élément. Ensuite, je vais faire une requête préparée. Donc, je crée dans un premier temps ma requête SQL, donc tout simplement dans une variable, et je vais insert avec un seul E,
insert into, c'est la table comments. Les champs que j'aimerais remplir, c'est name, email, comment, post underscore ID et le champ date aussi, date. Et comme valeur, donc values, j'aimerais mettre name qui fait référence à name ici. Ensuite, email, comment, post underscore ID. Et finalement, la date, vu que je ne l'ai pas enregistrée dans ce tableau, je ne peux pas mettre de date, mais je vais tout simplement mettre now, qui mettra la date actuelle. Je n'oublie pas le point virgule. Et maintenant, donc, j'ai fait ma requête. Je vais donc la préparer. Pour ça, je fais un $rec est égal à $db prepare. Et je prépare quoi? Eh bien, ma variable SQL. Ça revient au même que si j'avais fait tout ça, donc, hop, et que je l'avais mis ici, comme ça. Entre guillemets, bien évidemment. Donc, ça c'est bon. Et finalement, je peux exécuter ma requête. Donc, $rec execute. Mais il faut lui dire ce qu'elle doit utiliser pour remplir les données name, email, comment et post ID. Donc pour ça, je l'exécute en utilisant le tableau $C. $C. Voilà. Et maintenant, je peux copier toute cette fonction. Je vais sur ma page post.php. Je la colle. Et là, quand je soumettrai le formulaire, eh bien, je serai automatiquement, le commentaire sera automatiquement introduit dans la base de données. Alors, si maintenant je rajoute un header location, donc pour rediriger l'utilisateur et donc pour actualiser la page, eh bien, j'aurai un problème, étant donné que le header ne fonctionne pas si on a déjà affiché du contenu. Du coup, ici, je vais utiliser une petite astuce JavaScript. Juste là. Attention, le JavaScript pouvant être désactivé par l'utilisateur sur son navigateur, il ne faut pas utiliser de JavaScript pour rediriger si c'est vraiment vital pour le site de rediriger. Du coup, par exemple, si un utilisateur accède à une page à laquelle il ne peut accéder, eh bien là, ne faites pas de redirection en JavaScript car ça pourrait vous poser des problèmes. Donc ici, vu que c'est juste pour lui, pour qu'il puisse voir son commentaire en temps réel, je vais faire une redirection en JavaScript. Donc, script, tout simplement comme ceci, et puis window.location.replace, et je mets ma page index.php, page égale post, et l'id du post, c'est tout simplement le $_get de id. $_get id. Voilà. Il faut également un point virgule, c'est comme en PHP. Et si maintenant, donc, je retourne sur mon navigateur, j'actualise comme ceci. Alors, commenter comme nom, je vais mettre Nikwal. Adresse email nikwal.tuto@gmail.com. Et comme commentaire, très intéressant. Avec 3 petits points. Je fais commenter ce post. Et là, j'ai apparemment redirigé vers une mauvaise page, pardon. Ah, ben de nouveau, la même erreur que dans la partie précédente, j'ai oublié le égal. Donc, voilà, je peux aller voir ma base de données dans un premier temps, comment, et ici, je vois que mon commentaire a bien été inséré, et le sign est à 0. Donc, si je vais sur la page, c'était lequel? Le 1, donc sur créer un blog en PHP, eh bien mon commentaire ne s'affiche pas, et l'affichage du commentaire, nous le ferons dans la prochaine partie du tutoriel, donc dans la 5e, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Si vous avez un problème de nouveau, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il y a un forum dédié donc aux problèmes que vous avez sur mes tutoriels. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine, donc dans la 5e partie. Merci d'avoir suivi et salut!